Et je passe la parole à Cyril Talbot qui va revenir sur un dispositif à une échelle régionale. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de ces journées de me permettre de présenter ce travail, donc, qui concerne ici la mise en œuvre d'une politique d'égalité femmes-hommes au niveau local. Donc en 2010, la région qui s'appelle encore Nord-Pas-de-Calais lance un projet de plan égalité qui porte à la fois sur son organisation interne, mais aussi sur les politiques publiques régionales. Donc, qui est lancé à l'occasion de la signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui est portée par une association européenne de collectivités locales. Et donc, pour ce plan égalité, en fait, il y a des référents et référentes égalité qui sont désignés dans les différents services régionaux, enfin qui sont désignés ou qui se portent volontaires, et qui constituent un groupe de travail qui doit constituer ce plan d'action. Et donc ici, pour alléger le propos, j'utiliserai le terme de référente pour désigner ce groupe de travail, mais donc il est mixte. Il y a à peu près un quart d'hommes au départ. Donc ce qui m'a frappé en fait en observant ce projet de plan égalité, ça a été vraiment l'évolution entre les objectifs de départ et les réalisations qu'on peut constater en 2015 au moment où j'effectue mon enquête. Donc au départ, on a un plan qui est axé sur un changement de société global, avec des notions de citoyenneté, de droits des femmes, de stéréotypes. Et à la fin, c'est vraiment un programme qui est plutôt réduit à la sphère économique et à l'égalité professionnelle. J'ai cherché les raisons de cette évolution avec l'idée qu'elles ne sont pas uniquement dues à un changement de volonté politique. Ma démarche, en fait, ça a été d'aller enquêter donc, au sein de ce groupe de travail, de comprendre aussi dans quelle configuration institutionnelle il a pu prendre place localement. Donc avec une enquête sous forme d'entretien avec les référentes égalité et d'observation des réunions de travail. Et donc je me place vraiment dans l'optique d'aller comprendre les politiques publiques en étudiant le travail de ces acteurs de terrain et l'organisation du travail des fonctionnaires. Pour mettre l'évolution de ce projet pour l'égalité femmes-hommes en rapport avec les positions et les ressources des personnes qui s'en font les promoteurs. Donc en fait, ici je vais expliquer trois processus qui ont des échelles différentes et qui me semblent avoir vraiment façonné ce plan égalité localement. Premièrement, le fait que ça a pu être un support pour des concurrences entre les différents services régionaux. Deuxièmement, la manière dont ça a pu s'inscrire dans une modernisation de cette institution. Et enfin, comment ça a pu être également utilisé comme un outil d'évaluation. Et je terminerai en expliquant rapidement quelle évolution du coup sur la conception de l'égalité qui a pu être défendue au final. Donc au tout début de ce projet, il est porté par un service de la région qui s'occupe des questions de citoyenneté, c'est la direction des partenariats internationaux et régionaux, DEPIR. Et en fait, c'est ce service-là qui est en lien avec les associations locales. Et donc le poste de coordinatrice du réseau de référentes est situé dans ce service-là, avec très peu de budget, pas non plus des objectifs très très clairs au départ. Et donc le premier travail, c'était vraiment de trouver des ressources, des idées, des pratiques à diffuser, de former les référentes aussi, qui n'étaient pas forcément déjà formées à cette thématique. Et donc on va s'appuyer au départ pour ça sur les associations locales, avec des réunions de consultation de ces associations, qui sont invités comme expertes à proposer un diagnostic et des bonnes pratiques. Donc un début plutôt expérimental et un lien assez fort avec les actrices de terrain et avec des militantes. L'idée étant de remettre en cause en même temps les pratiques et les représentations. Et c'est là donc où on a des objectifs marqués sur les stéréotypes, l'égalité de droit, les rôles sociaux genrés aussi. Mais en même temps, en fait, au sein de la région, il y avait déjà un autre ensemble d'actions concernant les femmes, cette fois-ci portée par la direction de l'action économique et celle de la formation permanente, avec notamment du soutien à la création d'entreprises pour les femmes, l'accompagnement à la reprise d'activité justement après le congé parental, ou des programmes de formation. Actions assez nombreuses, bien financées celles-ci, et qui font aussi partie du contrat de plan État-région, donc soutenues également par l'État.
Et en fait, ce qu'on voit au départ, c'est que ces deux projets vont coexister séparément et se faire concurrence. Politiquement, la direction de l'action économique et de la formation permanente, ça correspond à la délégation de Pierre de Saintignon, donc un élu de premier plan, la majorité socialiste régionale. C'est lui qui a signé la Convention de territoire d'excellence. Mais il n'y a aucun lien qui est fait entre les deux projets. Et le plan égalité, lui, ça correspond à la délégation de Majdoline Sbahi, qui est une élue Europe Écologie Les Verts, et qui a un poids politique qui est vraiment beaucoup moins important. Donc les référentes des services de l'action économique et de la formation s'investissent progressivement dans le plan égalité, dans les réunions de travail, et peuvent du coup valoriser des actions déjà réalisées. C'est un moyen aussi de valoriser leurs compétences et leurs ressources existantes sur le terrain, c'est-à-dire notamment les liens avec les acteurs économiques locaux et avec le domaine de l'insertion par l'action économique et de la formation. Valoriser aussi une expertise professionnelle, parce que pas mal de ces agentes ont eu un parcours aussi professionnel dans l'industrie ou la formation professionnelle. Et donc les actions qu'elles peuvent proposer, en fait, sont beaucoup plus productives et sont aussi bien documentées, déjà évaluées. Ce n'est pas du tout le cas pour des services comme la citoyenneté ou la culture, qui finalement font que recenser des initiatives d'associations qu'elles financent et pour lesquelles elles ont très peu de moyens. Donc une concurrence entre deux projets liés à l'égalité qui se répercutent directement dans les réunions du groupe de référentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une disproportion entre les ressources et le degré de réalisation de ces deux pans du projet. Une disproportion qui est telle qu'en fait, le plan égalité va un peu être absorbé par son concurrent. Une des premières conséquences de ça, ça va être la disparition de certains acteurs. Les associations, après 2012, sont plus du tout consultées sur le sujet. Et on voit dans les réunions, en fait, l'effacement de toute référence aux normes de genre, aux stéréotypes, à la citoyenneté ou même à la notion de droit des femmes, et l'omniprésence de la notion d'insertion par l'activité économique, et une définition d'égalité qui se réduit progressivement à la sphère professionnelle. Voilà, donc j'en passe à mon deuxième point qui était d'expliquer en fait comment ce projet va pouvoir aussi appuyer une entreprise de modernisation de la collectivité, puisqu'en fait ça coïncide avec l'arrivée 2010, ça correspond à l'arrivée d'un nouveau directeur général des services qui modifie l'organigramme. Donc il explique qu'il a voulu remettre en cause le fonctionnement très sectorisé de cette collectivité, qu'il considère comme archaïque, comme rigide. Donc il crée des nouveaux services transversaux, comme la prospective ou l'évaluation. Et en fait, le poste de coordinatrice du réseau de référentes égalité est déplacé en 2012 dans ce service de la prospective. Et il cherche également à introduire un fonctionnement en fait, sous forme de projet qui regroupe plusieurs services et qui oblige à travailler de façon transversale. Et le plan égalité fait partie de ces projets, comme ça peut être le cas aussi pour certains projets autour de la démocratie participative. L'assistant de ce nouveau directeur général des services est aussi très impliqué dans le réseau de référentes égalité. C'est son premier poste et en fait, il voit là en fait, un moyen d'appliquer directement sa formation au management public en valorisant une capacité à mener justement des projets transversaux, innovants, et qui vont surtout changer en profondeur l'administration, qui vont lui permettre de démontrer des compétences d'ingénierie institutionnelle, et d'amener les services à changer leurs pratiques de travail. Donc en fait, si le plan égalité à ce moment-là est soutenu par l'équipe de direction, c'est pas pour l'aspect militant, mais plutôt parce que c'est vraiment un bon exercice de modernisation de l'institution, que ça vient perturber des fonctionnements administratifs qui sont assez routiniers, et que ça peut aussi être un révélateur de souplesse d'une organisation et un accélérateur du changement. C'est vraiment comme ça que c'est compris de la part de ces hauts fonctionnaires-là. Ce qui fait qu'on a en quelque sorte une instrumentalisation
de ce plan égalité à des fins de modernisation. C'est visible aussi dans l'implication des services des ressources humaines, puisque le référent en ressources humaines est celui qui s'occupe du service développement social, qui est explicitement calqué sur les services RSE des grandes entreprises, responsabilité sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer d'initiatives privées, développer un management plus moderne, innovant, et le plan égalité, c'est l'un des moyens pour développer ce management plus innovant. Ça se concrétise surtout par des opérations de communication en direction des employés, plus que par des actions concrètes. On cherche en fait comme ça à présenter la collectivité régionale comme un employeur exemplaire. Par exemple, lors de réunions d'information qui sont destinées au personnel ou alors dans la publication du bilan social. C'est aussi utilisé comme argument dans les négociations syndicales où ça montre en fait le volontarisme de l'employeur et ça peut venir prendre le pas sur d'autres revendications. Donc voilà, on voit là qu'en fait, en regardant les usages finalement de ce plan égalité et ses promoteurs, on comprend que ça vient aussi soutenir un ensemble de pratiques de modernisation et de managérialisation de la collectivité. Et que si la région se dote d'un plan égalité, c'est pas en raison d'une volonté politique, mais plutôt en fait parce qu'elle est une entreprise comme une autre et qu'à ce titre, elle doit se montrer une entreprise meilleure que les autres. C'est également, et ce sera mon troisième point, un bon outil d'évaluation des politiques publiques, puisqu'en fait, comme là, on est sur un principe proche du gender mainstreaming, avec l'idée d'interroger l'ensemble des politiques publiques d'une manière qui est transversale pour vérifier qu'elles ne produisent pas d'inégalité. Ça s'inscrit aussi très bien dans les principes du nouveau management public avec une généralisation des pratiques évaluatives. L'enjeu d'égalité, c'est une occasion comme une autre de mesurer, d'évaluer l'impact des politiques publiques et d'évaluer la répartition des dépenses publiques aussi. Et ça se répercute aussi directement dans le travail du groupe de référentes, c'est-à-dire qu'on a une importance de plus en plus grande qui est donnée à des indicateurs chiffrés, de plus en plus d'état des lieux, plus que des actions de terrain. Et on voit aussi une pression à la production de résultats, chiffrables en tout cas, et qui prend le pas sur la part de débat ou de réflexion sur les mécanismes des inégalités qu'il pouvait y avoir au début. Ici, le souci, c'est pas tant de chiffrer, de quantifier, de produire une connaissance sur l'égalité, mais plutôt, en fait, le fait de réduire à des données quantitatives et à des indicateurs uniques. Je peux vous renvoyer là-dessus, par exemple, aux travaux d'Isabelle Bruno, qui fait des liens entre benchmarking et gender mainstreaming. Déjà, on perd en réflexion sur la complexité des phénomènes, sur les discriminations qui sont forcément multifactorielles, mais aussi, en fait, on induit forcément une comparabilité qui pousse à une concurrence et une course aux résultats, donc qui se répercute directement sur les référentes qui font partie de ce groupe de travail. Les services qui ont des ressources, les ressources et les moyens pour produire ces évaluations vont encore plus à ce moment-là être favorisés et pouvoir prendre plus de place dans le projet. C'est aussi pour ça que c'est délicat, comme on fait aujourd'hui, d'évaluer les politiques d'égalité, parce qu'il ne faudrait pas non plus aller trop dans le sens qu'on peut constater là, de s'en tenir à ce qui est chiffrable et évaluable, et du coup s'en tenir aussi à du court terme. Et enfin, je vais essayer de définir un peu quelle conception de l'égalité est finalement défendue si on regarde l'état de ce plan égalité à la fin de mon enquête en 2015. Une égalité que je pourrais qualifier de gestionnaire et dépolitisée. Gestionnaire, donc on l'a vu avec l'investissement des cadres administratifs, c'est une opportunité de démontrer des compétences de management. L'idée ici, c'est que finalement l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question de gestion et que si on a des bons outils d'évaluation des politiques publiques, on n'a pas vraiment besoin de prise de position ou de débat politique sur la question.
parce qu'en fait, l'égalité, c'est surtout une preuve de rationalité et une preuve d'efficience. C'est un peu similaire justement à ce qu'on retrouve dans les grandes entreprises avec la défense de la gestion de la diversité pour les performances de l'entreprise. Une égalité qui se réduit aussi à ses aspects économiques et professionnels. Donc agir sur la formation, sur l'orientation, c'est surtout amener une individu à améliorer sa propre employabilité et à améliorer sa position personnelle sur le marché du travail, plutôt que d'améliorer l'insertion dans la collectivité ou par exemple la participation à la vie politique ou à la vie associative. Donc on est sur un modèle d'empowerment, mais qui est un peu détourné de la signification politique qu'il pouvait avoir et qui se réduit à un modèle de réussite individuelle. Et donc plutôt une conception qu'on pourrait qualifier de néolibérale de l'égalité, où l'égalité, ça devient une responsabilité individuelle. Et si la collectivité publique soutient l'égalité, c'est plutôt pour assurer un bon fonctionnement du marché. Également dépolitisé dans le sens d'une déconflictualisation, on l'a vu avec l'éviction des organisations militantes du projet, mais aussi avec une attention portée aux discriminations systémiques indirectes qui n'ont pas du coup de responsables désignés et qui empêchent en fait de penser cette égalité en termes de rapports sociaux de domination. Voilà, donc ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est que l'évolution d'une politique publique sur l'enjeu d'égalité femmes-hommes, en fait, ici, elle n'est pas forcément uniquement un reflet d'un changement d'idéologie, d'une orientation politique ou certains diraient d'un changement de référentiel de politique publique. Ça, c'est plutôt les résultats, mais les mécanismes par lesquels ça se fait, c'est aussi les luttes de pouvoir internes aux institutions. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une approche ethnographique pour l'évaluation des politiques publiques, pour comprendre en fait les configurations institutionnelles et les positions et les ressources nécessairement inégales des acteurs qui s'en font les promoteurs dans ces institutions. Ce qu'on a vu aussi, c'est que en fait, la forme des instruments qui sont construits pour opérationnaliser ces politiques d'égalité vont avoir un impact sur la conception de l'égalité, mais pas directement parce qu'ils véhiculeraient à eux seuls en fait une idéologie néolibérale, mais plutôt d'une manière un peu silencieuse, d'une manière qui va aller modifier en profondeur l'organisation du travail. Et donc c'est par ces mécanismes-là qu'on voit se dessiner un programme final dans le cadre de cette politique d'égalité qui défend une égalité gestionnaire, instrumentale, individuelle, dépolitisée, mais aussi qui est devenue plus compatible avec une rationalité néolibérale et plus largement aussi avec une gestion managériale des collectivités publiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.